Je suis rentré chez moi pour les vacances. Les lumières étaient éteintes. Juste grand-père, seul avec un sandwich. Une note sur le réfrigérateur disait « J'ai utilisé ton argent pour Disney. Surveille-le pendant la semaine. » Grand-père a chuchoté, ils vont le regretter. J'ai juste souri. 3 jours plus tard, ils étaient à ma porte, paniqués. Avant de commencer mon histoire, abonnez-vous pour m'aider à atteindre 1000 abonnés. Je publie de vraies histoires tous les jours, et celle-ci commence par un sandwich, une maison sombre et une famille qui pensait clairement que je n'irais pas jusqu'au bout. Je suis rentré chez moi pour les vacances, pensant que j'entrerais dans les rires, les lumières et le chaos habituel de ma grande famille. Au lieu de cela, l'allée était vide. La lumière du porche était éteinte. Les rideaux étaient bien fermés, comme si personne ne les avait touchés depuis des jours. C'était déjà étrange avant même que j'ouvre la porte. À l'intérieur, l'air était froid, le genre de froid qui ne s'installe que lorsqu'une maison a été laissée seule trop longtemps. Le salon était sombre, à l'exception de la lueur de la télévision qui se reflétait sur les murs depuis la cuisine. Et c'est là que je l'ai trouvé. Mon grand-père, assis à table, mâchant un sandwich sec avec un verre d'eau à côté de lui. Pas de dîner de fête, pas de décoration, pas de famille, juste lui. J'ai pensé qu'ils étaient peut-être en retard ou qu'ils étaient sortis faire des courses. Mais ensuite, j'ai vu la note. Elle était collée sur le réfrigérateur, griffonnée à la hâte. Ma mâchoire s'est crispée en la lisant. Ils avaient pris mon argent des vacances, de l'argent que j'avais envoyé des semaines plus tôt pour aider avec la nourriture et les cadeaux, et l'avaient dépensé pour un voyage de dernière minute à Disney, laissant mon grand-père de 84 ans derrière eux sans même vérifier si je rentrais à la maison. Personne n'a envoyé de SMS. Pas de nouvelles. Ils ont supposé que j'arriverais, que je le verrais là et que je prendrais simplement le relais. Garder un vieil homme qu'ils n'avaient même pas eu la décence de nourrir correctement. Il n'a pas dit grand-chose au début, il a juste hoché la tête quand je lui ai demandé s'il allait bien. Puis il s'est penché, très doucement, et m'a dit quelque chose que je ne répéterai pas tout de suite. Mais j'ai su à ce moment-là que les choses allaient basculer. Je ne me suis pas énervé. Pas comme il s'y attendait. J'ai juste fait en sorte que grand-père ait un repas chaud, j'ai rallumé le chauffage et j'ai préparé sa chambre avec des draps propres et des oreillers supplémentaires. Au cours des 3 jours suivants, j'ai parcouru la maison, vérifiant les relevés bancaires, l'historique du Wi-Fi, les caméras que j'avais discrètement installées lors de ma visite au printemps dernier. Il y avait beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas. J'avais prévu beaucoup de choses qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je trouve. Puis, alors que nous terminions le déjeuner le 3e jour, on a frappé à la porte, des voix paniquées. Mon frère, ma belle-sœur, ma cousine, tous criant les uns par-dessus les autres. Ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils étaient entrés. Les coups à la porte étaient constants. La voix de mon frère la transperçait, plus forte que les autres, mais tremblante, comme s'il n'était pas sûr d'être en colère ou effrayé. Je les ai laissés frapper pendant 1 minute, je les ai laissés le sentir. Puis j'ai ouvert la porte. Ils avaient l'air mal en point, coups de soleil, sueur, cernes sous les yeux, et pas la moindre trace de cette magie Disney pour laquelle ils avaient abandonné grand-père. Ma belle-sœur a été la première à s'avancer, s'attendant probablement à un câlin ou à une explosion émotionnelle. Elle a commencé à parler vite, disant que ce n'était pas ce que ça semblait être, qu'il y avait eu un malentendu, qu'il ne savait pas que j'allais réellement venir. Je n'ai pas dit grand-chose, je me suis juste écarté pour qu'il puisse le voir. Grand-père, assis sur le canapé, propre, au chaud, mangeant un bol de ragoût comme un roi. Il ne les a même pas regardés, il a juste continué à manger, les yeux rivés sur la télévision. Le silence entre eux a frappé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. C'est alors que ma cousine s'est mise à pleurer. Elle a dit que leur vol avait été un cauchemar. Que leur chambre d'hôtel avait été annulée à la dernière minute. Qu'ils avaient utilisé mon argent en pensant que c'était un cadeau pour aider les enfants. Ils ont inventé toutes les excuses possibles. Personne n'a mentionné la note. Personne n'a demandé si grand-père allait bien avant 5 minutes. Mon frère a finalement lâché le morceau. Ils avaient besoin d'aide. Quelque chose n'allait pas avec leur compte bancaire, les cartes ne fonctionnaient pas. Ils étaient bloqués hors de l'application de voyage. Ils avaient réservé le voyage en utilisant mon argent et une partie du leur. Mais maintenant, leur loyer était dû. Leur réfrigérateur était vide. Et ils avaient besoin d'un endroit où rester pendant qu'ils réglaient tout ça. J'ai écouté. Je les ai laissés déballer chaque problème,
chaque malentendu, chaque excuse. Puis je leur ai dit que les caméras de la maison fonctionnaient depuis mars. Chaque visite qu'ils avaient faite. Chaque fois qu'ils avaient laissé grand-père avec des restes froids pendant qu'il commandait à emporter dans la voiture. Chaque fois qu'ils avaient fouillé son tiroir à médicaments à la recherche d'analgésiques. J'avais tout. Vidéo, audio, capture d'écran de leur discussion de groupe qu'ils ne savaient jamais synchroniser avec la tablette de la cuisine. La panique les a alors saisis de plein fouet. Ils ne demandaient pas seulement un endroit où dormir. Ils essayaient d'éviter les conséquences, parce que quelque chose me disait que ce n'était pas juste de mauvaises vacances. Et j'avais raison. La tension dans la pièce était à couper au couteau. Ma cousine avait cessé de pleurer. Ma belle-sœur arpentait la pièce comme un animal en cage. Mon frère était affalé sur le bord du fauteuil inclinable, le front en sueur, la mâchoire serrée. Pendant ce temps, grand-père était calme. Trop calme. Le genre de calme que l'on ne voit que chez les gens qui ont déjà fait la paix avec eux-mêmes et choisi un camp. Après qu'ils aient finalement cessé de raconter leurs histoires à dormir debout, grand-père s'est levé, n'a pas dit un mot, s'est dirigé lentement vers la porte du sous-sol et m'a fait signe de le suivre. Je n'ai pas posé de questions, j'y suis juste allé. Le sous-sol était froid. L'air sentait le vieux bois et l'huile de moteur. Grand-père s'est traîné jusqu'au mur du fond, a tendu la main derrière une rangée de boîtes à outils poussiéreuses et a sorti une boîte en fer blanc verte cabossée. Il l'a posée sur l'établi et m'a fait signe de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des dizaines d'entre eux, des relevés bancaires, de vieux chèques, des lettres et une chronologie dactylographiée qui s'étendait sur près d'une décennie. Je n'ai pas compris au début, jusqu'à ce que je voie le schéma. Les retraits, les faux, les prêts contractés au nom de grand-père. Il le saignait à blanc depuis des années, utilisant son numéro de sécurité sociale pour ouvrir des cartes de crédit, obtenant des prêts sur salaire en son nom et ne les remboursant jamais. Un document montrait que mon frère avait signé comme co-signataire pour une hypothèque inversée que grand-père n'avait jamais acceptée. La signature du notaire était fausse, faite par un ami de mes cousins qui travaillait dans un magasin UPS. Et le pire, c'est que grand-père le savait. Il avait tout suivi en silence, attendant. Il a dit qu'il lui avait dit que s'il disait quoi que ce soit, il le mettrait dans une maison de retraite, viderait la maison, vendrait tout, le couperait des petits-enfants. Et pendant un certain temps, il les a crus, jusqu'à ce que je commence à envoyer de l'argent l'année dernière. Il l'a utilisé pour payer un avocat. Pas un avocat tapa accent grave-l'œil, juste quelqu'un d'intelligent et de discret qui l'a aidé à tout rassembler légalement. Chaque mois, il construisait son dossier, pièce par pièce, attendant un moment comme celui-ci. De retour à l'étage, il n'avait aucune idée de ce que je tenais. J'ai pris la boîte en fer blanc, je l'ai posée sur la table basse devant eux et je l'ai ouverte lentement. Leurs visages ont changé à la seconde où ils ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Mon frère est devenu pâle. Ma belle-sœur s'est assise sans un mot. Ma cousine a commencé à marmonner quelque chose sur le fait de ne pas se souvenir de tout ça. Grand-père ne les a pas regardés. Il m'a regardé et a hoché la tête une fois. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de réparer les torts. Ils sont restés là, figés, pendant que je parcourais les papiers devant eux. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Chaque page que je posais était un nouveau clou dans le cercueil. Leur signature, leurs fausses factures commerciales, les demandes de cartes de crédit au nom de grand-père mais avec l'email de mon frère. Tout. Je ne cherchais pas d'explication. Je savais déjà qu'il n'y en avait pas de bonne. Ce que j'attendais, c'était le silence. Le genre de silence qui ne se produit que lorsque quelqu'un réalise qu'il est acculé. C'est venu vite. Ma belle-sœur a cessé d'arpenter la pièce. Ma cousine avait la tête entre les mains. Mon frère regardait le sol comme s'il pouvait s'ouvrir et l'engloutir tout entier. Puis je me suis levé et j'ai tendu son téléphone à grand-père. Il a appelé son avocat sans hésiter. A fixé un rendez-vous pour le lendemain. Lui a dit que la boîte était sortie et que les dossiers étaient prêts. C'est alors que la panique s'est transformée en supplication. Ils ont juré qu'ils rembourseraient. On jurait que ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. On prétendu que ce n'était censé être qu'une aide à court terme, une solution temporaire pendant qu'ils se remettaient sur pied. Mais il n'y avait rien de court terme à vider les économies d'un vieil homme et à transformer son identité en leur distributeur automatique personnel. Il voulait rester dans la maison. Juste quelques jours, disait-il, jusqu'à ce qu'ils sachent quoi faire. Je leur ai dit que ça n'arriverait pas.
Pas après ce qu'ils avaient fait. Pas après l'avoir laissé seul pendant les vacances avec rien d'autre qu'un sandwich et une note griffonnée. Ils ont agi comme si j'étais cruel, comme s'ils avaient droit à quelque chose ici. Alors j'ai simplifié les choses. J'ai sorti une enveloppe manie et je l'ai tendue à mon frère. À l'intérieur se trouvait un avis, notarié, horodaté et juridiquement valable. Grand-père m'avait signé une procuration temporaire 2 semaines plus tôt, au cas où ce voyage de retour ne se passerait pas comme prévu. La maison interdite, les comptes gelés. La voiture qu'ils empruntaient signalée volée ce matin. Le Wi-Fi qu'ils pirataient déconnecté. Même le box de stockage qu'ils pensaient que grand-père avait oublié, verrouillé avec une liste d'inventaire déjà envoyée à son avocat. Au moment où ils sont sortis, les serrures étaient changées. Mon ami était passé pendant le chaos et avait remplacé chaque cylindre. Il ne l'avait même pas remarqué. Puis grand-père a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il les a suivis dehors, s'est tenu sur le porche, les bras croisés, les regardant chargés dans la voiture qu'il ne pouvait techniquement plus conduire. Et quand mon frère s'est retourné pour dire quelque chose qui, j'en suis sûr, concernait la culpabilité, la famille ou les secondes chances, grand-père a juste levé la main, n'a pas fait de signe, l'a juste tenu en l'air comme un panneau d'arrêt. C'était tout. Ils sont partis cette nuit-là avec rien d'autre qu'un sac de sport et un sentiment de contrôle brisé. Je pensais que ce serait tout. Peut-être quelques SMS en colère, peut-être quelques menaces en l'air. J'ai sous-estimé jusqu'où le désespoir peut pousser des gens qui se sentent en droit de tout. Le lendemain matin, le premier message est arrivé. Un long paragraphe de ma cousine me reprochant d'avoir déchiré la famille. Elle a dit, grand-père n'avait pas besoin d'avocat ni de serrure. Il avait besoin de pardon. Je l'ai ignoré. Puis mon frère en a envoyé un aussi. Juste une photo de la maison prise depuis le trottoir, sans légende. Il était toujours dans les parages. Nous avons appelé l'avocat, envoyé des copies des messages, tout signalé. Grand-père n'était pas ébranlé, mais je voyais qu'il était sur le qui-vive. Il a vérifié les portes 2 fois cette nuit-là. A dormi dans le salon avec la télécommande dans une main et sa canne sur ses genoux. Vers 3h30 du matin, je me suis réveillé au son de verre, pas brisé, qui tapait. Je me suis levé rapidement, j'ai vérifié les caméras. L'une des alimentations latérales était en panne. Quelqu'un avait coupé le câble. Je me suis glissé vers la fenêtre arrière et j'ai tiré le rideau juste assez pour voir du mouvement près de l'abri de jardin. Je n'ai pas appelé la police tout de suite. J'ai appelé mon ami, le même qui avait changé les serrures. C'était un technicien en sécurité avec une licence de patrouille privée, et il habitait à 2 pâtés de maison. Il était là en 6 minutes. Au moment où les gyrophares ont éclairé l'allée, mon frère était déjà en train d'escalader la clôture. Pris en flagrant délit, sweat à capuche et gants, portant une barre à mine dans une main et un bidon d'essence dans l'autre. Il a dit plus tard qu'il voulait juste nous faire peur. A dit qu'il n'allait pas vraiment brûler quoi que ce soit, juste faire une déclaration. Mais ça n'avait pas d'importance, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas une erreur. C'était un crime. La police est arrivée, a pris des dépositions, a récupéré les images de la caméra de secours qu'il n'avait pas vues sur l'abri de jardin du voisin. Il a été arrêté sans résistance. Ma belle-sœur ne l'a même pas fait sortir sous caution. Elle a appelé sa mère et a tout mis sur le compte du stress et de la manipulation. Grand-père est juste resté assis à la table de la cuisine pendant que tout se passait. Il n'a pas pleuré, n'a pas jubilé, a juste hoché la tête lentement, comme s'il s'attendait à cela depuis des années. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il a dit qu'il l'était enfin. Le processus judiciaire s'est déroulé plus vite que prévu. Entre les images, les documents financiers et les fractions, il n'y avait pas grand-chose à contester. L'avocat de mon frère a essayé de le dépeindre comme désespéré, dépassé, poussé trop loin par la pression familiale. Mais le juge n'a pas marché. Il a été accusé de tentative de cambriolage, de maltraitance de personnes âgées et de vol d'identité. Pas de tape sur les doigts cette fois. Ma cousine et ma belle-sœur ont ensuite été convoquées pour interrogatoire. Il s'est avéré que l'avocat de grand-père travaillait discrètement avec un enquêteur de l'État. Au moment où l'affaire est devenue publique, d'autres victimes se sont manifestées, principalement des personnes âgées, principalement des parents de personnes de leur entourage. Ils jouaient ce jeu depuis des années. Quand tout s'est effondré, j'ai demandé à grand-père s'il voulait déménager, repartir à zéro quelque part de plus calme. Il a secoué la tête.
a dit qu'il avait construit cette maison de ses propres mains et qu'il n'avait aucune intention de mourir ailleurs. J'ai respecté ça. Quelques semaines plus tard, nous étions assis sur le porche. Le quartier était de nouveau calme. Plus de voitures étranges garées dans la rue. Plus d'anxiété à chaque fois que quelqu'un frappait à la porte. Grand-père m'a tendu une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des papiers de transfert de propriété. La maison, le terrain, tout. Il les avait déjà déposés au comté. Il a dit que la maison lui avait presque été enlevée 2 fois. Une fois par la banque, et une fois par son propre sang. Il n'allait pas laisser cela se reproduire. Je lui ai dit que je n'en avais pas besoin, que j'étais juste contente qu'il soit en sécurité. Il a hoché la tête, mais je voyais qu'il avait déjà pris sa décision. Cette maison, a-t-il dit, devrait appartenir à quelqu'un qui s'est montré présent. Cela fait des mois depuis. Le procès de mon frère a fait la une des journaux. Mes cousins évitent les accusations en coopérant. Ma belle-sœur a disparu dans un autre état. Aucun d'eux n'a repris contact depuis. Tant mieux. Grand-père va mieux, plus sain, plus fort, et sourit à nouveau. Je l'emmène à ses rendez-vous chez le médecin. Nous sortons prendre un café 2 fois par semaine. De temps en temps, il évoque ce qui s'est passé. Pas avec colère, juste comme un rappel de ce dont les gens sont capables quand ils pensent que personne ne regarde. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez pourquoi je raconte ces histoires. Parce que tout le monde n'a pas la chance de s'en sortir avec la vérité, l'épreuve et une seconde chance. Nous, si. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y en a d'autres d'où vient celle-ci, et on ne sait jamais quand le prochain coup à la porte changera tout.